bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Et justement, on voulait commencer par vous poser une question. Nous dire, je pense qu'il n'y a pas besoin de micro puisqu'on s'entend bien, mais à votre avis, à partir de quand on sait que la Terre n'est pas plate? Depuis quand sait-on que la Terre est ronde? Spontanément, comme ça, vous répondrez. L'Antiquité, voilà, l'Antiquité. ouais. Pareil. Et ça fait partie de la question, effectivement. La démonstration, on va voir, c'est pas exactement une démonstration comme on l'entend, mais qui est on, effectivement, en histoire des sciences, on pose cette question, et bien sûr, c'est ceux qui ont laissé des traces écrites. Et bon, donc cet après-midi, on était dans un collège, on a eu Galilée, Christophe Colomb. Qui d'autre? C'est à peu près tout. Oui, voilà. Donc c'est effectivement une grande confusion autour de cette question. Peut-être, alors Violaine, tu pourrais commencer par raconter comment on a eu cette idée. L'idée de donc le livre dont le titre est un peu trompeur, mais enfin ça a été une discussion avec l'éditeur évidemment, puisque on a un peu l'impression que c'est un livre sur le platisme aujourd'hui, mais pas du tout. Hein. C'est donc un livre sur le mythe de la croyance du Moyen-Âge en une terre plate. Et l'idée nous est venue parce qu'avec Sylvie, on s'est rencontrés dans un colloque sur la pluralité des mondes, puisque Sylvie et moi-même travaillons en histoire des sciences. Et en présentant ensuite les actes de ce colloque, il y a eu des questions qui sont revenues sans cesse sur justement la connaissance de la sphéricité et la démonstration, le rôle de Copernic, de Galilée, de Christophe Colomb, de Magellan. Et un soir, à la bibliothèque Mériadec, on s'est dit, mais c'est pas possible cette histoire, il faut qu'on fasse un livre pour expliquer que non, au Moyen-Âge, on ne croyait pas que la Terre était plate, on savait déjà qu'elle était ronde. Et ce qu'on voulait montrer aussi, c'était essayer de répondre aux différents arguments, donc lutter contre la croyance d'un Moyen-Âge platiste, mais aussi l'argument peut-être plus insidieux qui consiste à dire une toute petite partie de l'élite savait que la Terre était ronde, mais c'était un savoir qui n'était pas diffusé, c'était un savoir confidentiel qui ne sortait pas d'un cercle éclairé, qui était combattu par l'Église. Enfin, voilà. Donc on a essayé de recenser les idées liées à ce mythe d'une croyance en la Terre plate. Et on s'est dit qu'on allait écrire un livre. Alors la question a été de se demander aussi est-ce qu'allait être notre apport, parce que l'histoire des théories astronomiques a été déjà faite. Il y a beaucoup de collègues médiévistes en particulier qui luttent depuis des décennies pour essayer de rappeler que l'on savait que la Terre était sphérique, que ce savoir ne s'est pas perdu. Donc on a décidé d'unir nos compétences pour essayer de faire un livre qui justement ne soit pas un livre universitaire. On avait envie de viser le grand public et surtout le public de nos collègues, puisque c'est beaucoup en salle des enseignants, salle des profs, et avec nos élèves et nos étudiants qu'on a entendu cette histoire. Alors moi, j'enseigne l'histoire des sciences à la fac et je fais un sondage chaque année, chaque rentrée. Je leur demande qui pense que la Terre était plate au Moyen-Âge, et puis à quand remonte la découverte de la sphéricité. Donc on a tout, en général Copernic, Galilée, Christophe Colomb, Magellan. Une fois, visiblement un étudiant, sachant que c'était chez les Grecs, m'a dit Aristophane. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai eue sur la Grèce. Et donc on a essayé de faire ce livre je crois avec deux apports qui nous sont propres par rapport à l'histoire des sciences: fournir beaucoup de documents, dire où sont les sources pour inciter les enseignants qui enseignent l'histoire ou la physique à aller voir les sources. Et puis ce qui nous a beaucoup intéressé finalement, c'était de nous interroger sur l'histoire de la fake news, l'histoire du mythe. À partir de quand prétend-on que le Moyen-Âge croit la Terre plate? Qui est à l'origine de cette histoire? Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on continue autant? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure au collège, la plupart des collégiens de 3e nous ont dit, mais nous, à l'école primaire, on nous a dit que la Terre était plate au Moyen-Âge, etc. Voilà. Donc l'idée est née comme ça. Et on s'est lancé dans un livre qui est donc conçu en deux parties. Une partie historique, qui retrace depuis l'Antiquité grecque, non seulement, c'était pas l'histoire des théories astronomiques, puisqu'en fait la question de la Terre plate est une question de physique, de philosophie naturelle et pas d'astronomie, et surtout la transmission, les voies de transmission du savoir, et puis une deuxième partie dans laquelle on essaie de s'interroger sur
la naissance du mythe et sa survie. Et c'est son succès même. Et son succès. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre chronologique. Oui, et puis, peut-être. Je vais passer la parole à Sylvie pour l'Antiquité. Point de départ. Compléter juste sur l'importance, la prégnance de ce mythe. Donc moi, un autre déclencheur, j'ai un compagnon qui est instituteur, conseiller pédagogique, et qui est rentré d'une conférence pédagogique animée par un IDEN, je ne veux pas dire du mal d'éducation nationale, c'est pas le but, mais un inspecteur d'éducation nationale qui faisait un diaporama sur l'histoire des sciences et avait casé la Terre plate au Moyen-Âge dans son diaporama sur l'histoire des sciences, sans aucune distance critique là-dessus. Donc, on comprend pourquoi ça se propage encore en haut, et puis on vous donnera quelques exemples à la fin de cette propagation. Alors, vous le savez, donc c'est effectivement... Alors, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que la Terre plate, ou la croyance en la Terre plate, est souvent invoquée comme étant un symbole de bêtise totale. Donc, on y reviendra là-dessus, mais c'est à voir avec le rapport qu'on a au Moyen-Âge et les représentations qu'on a là-dessus. Donc, vous voyez, là, ce militant écolo, pour lui... le summum de la bêtise, c'est de dire, bon, les cochons volent et la Terre est plate. Donc, les choses sont associées. Et pour une célèbre ministre, vous voyez que nos élèves croient que c'est Galilée, mais il y a même des ministres qui le disent. Donc ça, c'est dans une interview à RMC en 2019. Elle dit, voilà, je vous rappelle que Galilée était tout seul pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Voilà, la majorité pensait qu'elle était plate. Donc là, c'est faux sur toute la ligne. Donc, c'est surtout pas Galilée. Voilà. Alors, donc effectivement, dans notre ouvrage, on jalonne. Alors, c'est un peu difficile pour des historiens des sciences. On est toujours un peu spécialisé sur un domaine historique. Là, on a fait une espèce de grand écart à nous deux, qui va de l'Antiquité, qu'on a travaillé l'une et l'autre pour d'autres sujets, jusqu'à aujourd'hui. Bon, on essaie justement de garder dans l'ouvrage les outils des historiennes des sciences que nous sommes, et puis justement de les donner à voir pour... convaincre nos collègues, par exemple, d'en faire autant. Alors, bon, là, j'ai mis deux petites citations juste pour achever de vous convaincre, puisque vous l'êtes déjà, mais donc Platon, pour lui, la figure de la Terre, c'est une sphère dont le centre est équidistant de tous les points de la périphérie, une figure circulaire. C'est un raisonnement un peu analogue que fait Aristote, même si Aristote, là, il ne fait pas intervenir Dieu, mais il fait intervenir une espèce de nécessité qu'elle soit sphérique, par symétrie, tous les corps tombant vers le sol, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, par raison de symétrie, la Terre est forcément sphérique. C'est une conviction qu'il a, mais c'est aussi une conviction étayée d'observation. Aristote, dans son texte, mentionne donc la variation des constellations, comment elles apparaissent dans le ciel comme argument. Et puis, il mentionne aussi les éclipses de lune, pour lesquels on voit l'ombre de la Terre, l'ombre portée de la Terre sur la Lune et dont le bord est circulaire. Donc ça fait partie des deux arguments qui sont invoqués déjà dès l'Antiquité. Alors l'Antiquité, donc là, 4e siècle, on peut considérer que l'affaire est établie. La Terre est sphérique pour le monde des scientifiques, c'est-à-dire des philosophes de la nature, qui vont à Athènes, à Alexandrie, et le savoir rayonne un peu comme ça autour de la Méditerranée. Il est largement partagé. Et donc, 4e siècle, on dit que, bon, là, on a à peu près la conviction maintenant que la connaissance de la sphéricité est acquise par tous les savants. Et au 3e siècle, on commence les premières mesures du rayon de la Terre, c'est-à-dire qu'on interprète déjà un phénomène bien ancien, observé depuis longtemps. On fait des cadrans solaires, donc on fait un bâton dont l'ombre projetée sert à lire l'heure. Et on a observé la variation de la longueur de l'ombre de ce bâton. Un même jour, par exemple, le jour du solstice d'été, eh bien, ce bâton a une ombre, un même bâton a une ombre beaucoup plus courte, plus au sud que plus au nord, au solstice d'été, au 21 juin. Et donc, l'expérience d'Ératosthène consiste à aller à Sienne, c'est-à-dire à Assouan aujourd'hui, qui était célèbre parce qu'il y avait un puits sur l'île Éléphantine dans lequel on pouvait voir le soleil exactement illuminer le fond du puits. C'est-à-dire qu'un bâton planté n'avait pas d'ombre le 21 juin à midi. Et bien, le même 21 juin à midi, à Alexandrie, un peu plus au nord, donc un bâton planté, et là c'est un obélisque qui est pris dans cette illustration, a une ombre.
Et comme on connaissait la distance Sienne-Alexandrie, on la connaissait en jour de marche de chameau, mais bon, c'est apparemment bien l'expérience répétée de nombreuses fois finissait par donner une évaluation assez précise de la distance, qui était mesurée en stade. Bon. Eh bien, avec un petit travail géométrique, donc on voit que l'angle que fait l'ombre que fait le rayon du soleil avec l'obélisque à Alexandrie, c'est le même que l'angle des deux rayons de la Terre, celui qui passe par Alexandrie et celui qui passe par Sienne. Et donc, connaissant cet angle, connaissant la distance Sienne-Alexandrie, on en déduit la valeur du rayon de la Terre. Et dans ce petit schéma, je vous fais remarquer qu'il y a une hypothèse qui est sous-jacente à ce schéma, parce qu'il y a d'autres savants qui n'ont pas fait la même interprétation de ce phénomène. On pouvait interpréter, c'est ce qu'a fait Anaximandre, il a interprété ce phénomène différemment, lui, en dessinant un soleil beaucoup plus près de la Terre, et donc il expliquait la variation de l'ombre en fonction de la position du soleil par rapport à l'endroit de la Terre où il était. Ératosthène, son schéma contient à la fois une Terre sphérique, donc il y a un implicite dans son schéma, et des rayons du soleil qui nous arrivent parallèlement à la Terre. Ça veut dire que le soleil est terriblement loin, et donc c'est une autre hypothèse qui sous-tend son travail, est tellement loin que ces rayons parallèles permettent de faire la construction géométrique qui est faite ici. Donc, IIIe siècle, on mesure le rayon de la Terre avec un résultat. Alors, selon la valeur que l'on donne au stade, il trouve 250 000 stades. Mais donc, il y a une valeur du stade qui arrange bien et qui fait tomber pile poil sur 40 000 kilomètres pour la circonférence de la Terre. Une autre valeur qui est un peu plus grande et qui fait une erreur d'à peu près 15% sur la valeur actuelle connue. Mais on est quand même sur l'ordre de grandeur, un ordre de grandeur tout à fait raisonnable de la valeur de la circonférence terrestre et du rayon de la Terre. Ce même Ératosthène, il a donc dessiné des cartes. Alors les cartes, c'est des géographes qui se promènent, qui font des observations. La latitude, pour la mesurer, il suffit de planter un bâton, hein, ça c'est clair, et puis d'avoir des tables qui permettent, en fonction de la date, de convertir la longueur de l'ombre en latitude. Ça, c'est connu depuis même le IVe siècle avant Jésus-Christ. Par contre, la longitude, c'est un peu compliqué de mesurer la longitude. Hein. On pourra mesurer la longitude qu'une fois qu'on aura fait des horloges transportables. Parce que pour mesurer la longitude, il faut mesurer l'écart en temps entre le midi de l'endroit où je suis parti et le midi solaire de l'endroit où j'arrive. Donc, il faut que j'ai une horloge qui ait gardé le chrono. Avec une horloge à balancier sur un bateau, ça le fait très mal. On n'a pas du tout l'écart d'heure qu'il y a entre deux. C'est un écart d'heure, la longitude. Donc, pour les mesures de longitude, on comptait en jours de marche, là aussi, mais là, puisque l'écart en longitude du monde connu est beaucoup plus grand, ça faisait des grandes variations. Le monde connu d'Ératosthène, vous voyez, il s'arrête à la côte orientale de l'Inde. Il n'a pas intégré toute l'existence de la Chine. On voyait qu'on a l'Afrique, on ignore tout à fait le sud de l'Afrique, on n'est pas encore allé faire le sud, même s'il y a un grec, Eutimène, qui est allé au IVe siècle, qui a tenté de longer il recherchait les sources du Nil. Il n'y est pas arrivé, il n'est pas arrivé jusque... c'est Bonne-Espérance, celui-là, ou c'est... Oui, c'est le cap de Bonne-Espérance. Au IVe siècle, il y a un marin grec qui s'appelle Pythéas qui est sorti, peut-être pas par Gibraltar, peut-être à pied d'abord en traversant l'Espagne, et qui est embarqué vers le nord et qui est allé jusqu'à l'île de Thulé, que vous voyez tout à fait en haut de cette carte, qui est l'Islande. Il a planté son gnomon, ça s'appelle le nom du bâton en question, et il a mesuré 63 degrés de latitude nord. Et la mer était gelée, donc on pense à peu près qu'il était en Islande. Et puis, il est redescendu par les terres, il est redescendu jusqu'à rencontrer le Don. Alors, on imaginait qu'à l'époque, le Don se jetait dans, je ne sais plus quelle mer c'est maintenant, c'est plus la Baltique, enfin, voilà. Or, le Don, il ne commence pas là. Il se jette en bas dans la mer Caspienne, c'est vrai, mais il ne commence pas dans la mer du Nord. Je ne sais pas quelle mer c'est cette mer-là. Bon, il n'y a pas des géographes dans la salle. C'est l'océan. Ouais. Bon, enfin, donc voilà, les représentations du monde d'Ératosthène, c'est le monde connu, c'est ce qu'on appelle l'œcumène. Souvent, on a fait dire à ces cartes représentant l'œcumène, mais vous voyez bien qu'ils pensaient que le monde était plat, mais bien sûr que non.
Quand on fait une carte, on dessine forcément à plat, même quelque chose que l'on pense sphérique. Alors, cette carte-là de Ératosthène fait partie des cartes en forme de chlamyde, comme on les appelle. Chlamyde, c'est un manteau grec qui a une espèce de forme de trapèze avec un arrondi en bas. Si vous découpez une orange, vous découpez la peau d'une orange, vous coupez l'équateur, vous coupez deux méridiens qui sont à peu près symétriques par rapport à l'orange, et vous coupez le cercle polaire, vous obtenez une forme de chlamyde. Donc c'est justement parce qu'ils étaient bien conscients que c'était un morceau de sphère qu'on mettait à plat qu'ils savaient cette forme un peu particulière à leur carte. Voilà. Donc je saute un peu dans le temps, donc je saute sur quand même des grands noms, je saute sur tous les géographes comme Strabon et notamment Ptolémée, 2e siècle. Donc Ptolémée qui a multiplié les cartes, lui, et les informations. Il a utilisé les informations collectées par un autre géographe qui s'appelait Marin de Tyr. Il a refait des tas de calculs, il a diminué l'écart en longitude du monde connu. Donc pour Ératosthène, ça a dépassé 200 degrés, tandis que pour Ptolémée, il ramène ça à 100 degrés de longitude. Bon, et encore, ça va être diminué ensuite. Donc il y a tout un travail de géographie qui est fait, et puis d'amélioration des connaissances astronomiques, puisque vous le savez, Ptolémée est un grand astronome. Alors, je me concentre sur la Terre plate, et là, je vous montre une représentation, donc, comme on en trouve dans les manuels de l'Antiquité tardive. Les savoirs grecs ont été transmis dès les premiers siècles après Jésus-Christ, ont été transmis en langue grecque. Ça, c'est souvent à partir des textes, des commentaires de Platon, des commentaires du Timée, que ces savoirs ont été transmis. Mais il y a plusieurs manuels, on peut dire entre guillemets, c'est-à-dire des livres pour lesquels on trouve de nombreux manuscrits encore et qui ont été très utilisés dans l'Antiquité, comme les références le montrent. Il y a celui de Théon de Smyrne, il y a celui de Macrobe, et il y en a un autre qu'on va voir après, celui de Marcianus Capella. Tous commencent par la description de la Terre, une Terre sphérique. Ça ne fait même pas l'objet d'un débat. Macrobe, lui, il fait des petits commentaires sur le rayon de la Terre. Il explique à ses élèves que quand on connaît le rayon, il faut multiplier par 2 et par pi. Enfin, c'est pas pi, bien sûr, à l'époque, c'est 23 septièmes, pour pouvoir arriver à quelque chose comme la circonférence. Donc, il y a toutes les connaissances géographiques, géométriques qui sont là et qui sont transmises, contrairement à ce qu'on dit souvent de ces premiers siècles après Jésus-Christ, où un certain abêtissement lié parfois même au christianisme serait arrivé. Donc voilà le manuscrit de Marcianus Capella, donc ça s'appelle les Noces de philologie et de Mercure. Donc son chapitre sur l'astronomie représente bien effectivement ce monde. Vous voyez ce monde qui est bien sûr géocentrique. Alors c'est un débat que l'on confond souvent avec la platitude de la Terre. Le monde est bien sûr centré sur la Terre. La Terre est immobile au milieu de tout ça. Et ce sont les étoiles et les planètes qui tournent autour de la Terre. Au passage, remarquez quand même que c'est assez cohérent. Le fait que la Terre soit ronde, on en a quelques preuves visuelles, on va les voir tout à l'heure, tandis que le fait que la Terre soit en mouvement dure. On n'a aucune sensation de ce mouvement. Et souvent, la question a été évoquée parce que, par exemple, chez les Arabes, il y a un Arabe qui s'appelle Al-Biruni qui est allé en Inde. En Inde, il y avait un astronome qui était persuadé que la Terre était en mouvement, que le monde était héliocentré. Et c'est vrai que ça simplifiait énormément tous les calculs d'astronomie, parce que qu'est-ce que c'est compliqué de rapporter les mouvements des étoiles entre elles, des étoiles et des planètes, etc. Donc ça fait une description du monde très compliquée à l'arrivée. Mais à chaque fois, Biruni, quand il revient et qu'il écrit dans ses mémoires donc cette rencontre et les raisonnements qu'il a eus, il a dit, mais comme il connaît la circonférence de la Terre, il sait donc ce que ça veut dire comme vitesse pour nous, êtres humains sur Terre. En ce moment, nous sommes en train de tourner avec une vitesse d'à peu près 1500 km par heure dans l'espace. C'est incroyable qu'on ne s'en rende pas compte. Et c'est là-dessus qu'on chutait à chaque fois. Comment ça se fait qu'on ne s'en rend pas compte? Et c'est s'en rendre compte, ce mouvement qui devrait être ressenti. Et c'est toute la trouvaille de Galilée, justement, de rendre compréhensible le fait que le mouvement peut être comme rien. C'est la phrase célèbre de Galilée, c'est-à-dire peut ne pas être ressenti. Donc,
on arrivera après, je fais juste cette petite digression. Et puis on arrive, là c'est Violaine qui va prendre la suite, et donc on arrive au 7e siècle, à Isidore de Séville, et un nouveau mouvement par rapport au savoir qu'elle va nous décrire. Oui, parce que donc c'est vrai que ce qu'on entend souvent, hein, et ce à quoi on a essayé de répondre, c'était cette idée que le savoir grec avait établi, ce qui est bien le cas, la sphéricité, fait tous les calculs, et puis qu'ensuite ça s'est perdu. L'argument qui vient souvent, c'est l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie qui aurait mis fin à la disponibilité des sources, ce qui est complètement aberrant, parce que si on n'avait plus rien eu après l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, il n'y aurait pas eu non plus de transmission au monde arabe, mais bon. Et donc on s'est interrogé, évidemment, puisque l'objet central du livre, c'est le mythe de la Terre plate au Moyen-Âge. On a essayé de s'intéresser en particulier à ce qui est le moins connu, finalement, du lectorat et des enseignants, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge et le très haut Moyen-Âge, et en essayant de peser exactement cette question de la disparité du savoir. Alors, ce qui est vrai, hein, ça, je crois que c'est pas un scoop, c'est qu'une partie, en particulier la partie technique du savoir et la partie grecque originale se perd, puisque on perd pour l'essentiel la connaissance du grec. Il y a très très peu d'hellénistes, il n'y en a pas du tout au très haut Moyen-Âge, et les latins évidemment lisaient en grec, donc il y a toute une partie effectivement des sources qui n'est plus lisible et qui disparaît, mais par contre évidemment la transmission se fait par les sources latines qui ont été évoquées, et surtout par tout un ensemble d'encyclopédies, en particulier par Pline, qui consacre un livre de l'histoire naturelle, évidemment, à la philosophie naturelle et à l'astronomie. Et ensuite, ce qui répond à la fois à la question sur la perte du savoir et puis sur le rôle de l'Église. En fait, dès le très haut Moyen-Âge, c'est-à-dire dès le début du 7e siècle, j'allais dire paraissent, mais non, puisque ce sont des manuscrits, sont écrites des encyclopédies qui, justement, ont pour but de réunir tout ce qu'on sait encore et tout ce qu'on a pu sauver du savoir gréco-romain, avec un souci particulier pour le savoir scientifique. Et donc, une date importante, c'est la rédaction du De Natura Rerum d'Isidore de Séville. Isidore, donc, de Séville, parce qu'il était évêque de Séville, d'où la réflexion que je viens de faire sur le rôle de l'Église. Et comme évidemment le savoir est aux mains des clercs, qui sont les héritiers directs du système romain, le roi wisigoth, je crois qu'il s'appelle Sisbu, je ne sais pas bien comment, mes connaissances en wisigoth étant limitées, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, ça a été bien attesté par les travaux de Jacques Fontaine. C'est à la demande du roi wisigoth, visiblement à la suite, sans doute d'une éclipse ou d'un phénomène météorologique ou astronomique qui a effrayé la population, que Isidore aurait entrepris la rédaction d'une encyclopédie de tous les phénomènes naturels. Enfin, il n'y a pas que les phénomènes naturels, hein. Il y a aussi tout un ensemble de savoirs autres. Il a écrit 2 textes, De Natura Rerum et puis les étymologies. En tout cas, c'est le premier auteur médiéval qui fait l'effort de recenser tout le savoir connu. Et dans ce savoir, ce qui est important pour nous, c'est que les questions scientifiques occupent une place très importante et qu'il y a cette préoccupation qui est déjà celle du pouvoir, d'instruire d'une certaine façon les populations pour lutter contre un certain nombre de croyances ou de superstitions, et en particulier, donc, visiblement, hein, d'après le peu qu'on puisse savoir, de frayeurs populaires. Et donc, le texte d'Isidore, on le connaît extrêmement bien parce qu'il s'est transmis par voie manuscrite de manière continue, et c'est un des tout premiers textes scientifiques édités au XVe siècle. On a des incunables. Il est édité pour la première fois à Ferrare en 1472. Alors, 1472, c'est important parce qu'il y a 2 textes qui sortent de presse, les étymologies d'Isidore de Séville, ce qui veut dire que c'était un best-seller, puisqu'on imprime ce dont on sait que ça va avoir du succès, et le traité de la sphère de Sacrobosco, dont on va parler dans un instant, qui paraissent là en 70, l'autre en 72. Voilà. Et donc, ce texte d'Isidore consacre tout un chapitre à la sphéricité. Et à partir du 7e siècle, il y a régulièrement de grandes encyclopédies en langue latine, produites par les ordres religieux, chez les bénédictins d'abord, chez les dominicains ensuite, qui conservent, c'est très important, le titre en général De Natura Rerum, De Rerum Natura, donc par filiation directe avec l'héritage antique. Donc c'est une façon de revendiquer la continuité du savoir avec le monde latin.
On voit apparaître aussi les titres d'Imago Mundi, qui ont aussi une longue tradition, où il y a un texte de Raban Mor, donc 9e siècle, qui est connu sous le nom d'Universo. Mais enfin, en tout cas, à chaque siècle, à peu près, on a une grande encyclopédie produite par le monde ecclésiastique, à destination des clercs d'abord, pour travailler à l'éducation scientifique des clercs. Et à chaque fois, ces ouvrages, la partie de philosophie naturelle, commence par l'affirmation de la sphéricité de la Terre. Et donc, ce qui est important, c'est que ça n'est jamais oublié et ça n'est même jamais débattu. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, c'est-à-dire qu'il n'y a manifestement pas de contradiction. Donc, non seulement on ne croyait pas que la Terre était plate, mais de toute évidence, personne, en tout cas dans les gens ayant accès à une forme de savoir, parce qu'après, évidemment, on ne sait pas ce que pensait le paysan irlandais ou le paysan corésien du 8e siècle, mais dans toutes les sphères qui ont un accès au savoir, la question n'est même jamais débattue. Voilà. Alors elle est démontrée, ce qui veut dire qu'il devait y avoir nécessité de faire démonstration, mais elle n'est pas débattue. Et ce qui est intéressant aussi, sur quoi on a essayé d'insister, c'est justement le poids de la science expérimentale. Sylvie évoquait la question du mouvement qui a fait problème très longtemps parce qu'on ne sent pas le mouvement. Par contre, effectivement, il y a des preuves expérimentales qui viennent de l'Antiquité et la preuve de la démonstration par l'éclipse, la preuve aussi que la Terre est sphérique parce que quand on est au bord de l'eau, on voit un navire. Voilà. Alors là, c'est une petite illustration qui traîne dans tous les manuels d'astronomie du Moyen-Âge qui montre que si on place 2 marins sur un bateau, un au pied du mât et l'autre au sommet du mât, celui qui est au pied du mât verra le rivage disparaître. Donc on voit le rayon visuel qui est entravé par la sphéricité, alors que le marin qui se trouve sur la vigie voit le rivage plus longtemps. Et donc, vous voyez, le petit dessin expérimental typique de ce qu'on trouve dans les manuscrits médiévaux la plus tardifs, à partir du XIIe, XIIIe siècle. Mais en tout cas, ce savoir sur la sphéricité ne s'est jamais perdu. Et il n'est pas débattu, il s'appuie sur des preuves expérimentales qui sont toujours les mêmes. Voilà. Et on retrouve ça jusqu'au XVIe siècle, puisque une des choses auxquelles on essaie de répondre, c'est de dire que non, ni Copernic, ni Galilée, ni Christophe Colomb, ni Magellan, ni personne ne sont intervenus sur la question de la sphéricité parce que à partir du moment où se créent les universités médiévales, je reviens un tout petit peu en arrière avant de parler non mais laisse le document. Donc je parlais des grandes encyclopédies qui jalonnent le haut Moyen-Âge et puis jusqu'au XIIe, XIIIe siècle. Puis à partir du XIIIe siècle avec les universités, là on a des manuels. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle le Tractatus des Spherades, qui a été donc écrit par un moine anglais, professeur de mathématiques à Paris, qui est Jean de Sacrobosco, ou John Halifax, ou John Hollywood, ou Johannes de Sacrobosco, tout ça c'est le même. Et c'est intéressant parce que c'est le premier manuel d'astronomie. C'est l'astronomie pour les nuls, en gros. C'est vraiment le manuel d'initiation avec des petits dessins, des explications très simples. Il n'y a aucun calcul mathématique, mais il y a vraiment les bases. La forme de la Terre, la forme du ciel, le mouvement des étoiles, le calcul des différents levers, couchers des étoiles et du Soleil, et un certain nombre de connaissances de base. Et ce texte instaure une tradition qu'on retrouve jusqu'au début du XVIIe, puisqu'il sert de manuel pour l'enseignement de l'astronomie jusqu'au début du XVIIe. C'est un des best-sellers du XVIe siècle. Et on a retenu une illustration qu'on aime beaucoup, qui vient de la cosmographie de Pierre Appian, qui est donc un texte intermédiaire entre l'astronomie et la géographie, dans lequel, vous le voyez, il y a une démonstration par l'absurde. Si la Terre était carrée, l'ombre serait carrée. Si la Terre était triangulaire, l'ombre, pendant les éclipses, serait triangulaire. On sent le pédagogue qui insiste, bis repetita plaquette. Donc, si la Terre était hexagonale, l'ombre serait hexagonale. Tout ça pour prouver que si l'ombre de la Terre est ronde, c'est que la Terre est ronde. Voilà. Et donc, on a essayé justement, pour répondre à cette question sur qui savait que la Terre était sphérique, de montrer beaucoup d'exemples de ces petits manuels, puisqu'à partir du début du XIIIe siècle, Sacrobosco, c'est 1210 à peu près la rédaction de son ouvrage, donc c'est les tout débuts de l'Université de Paris. À partir de ce début du XIIIe siècle, on est encore en plein Moyen-Âge, en tout cas en France, on a des manuels à destination des étudiants de 17-18 ans qui vraiment sans aucune ambiguïté, avec des petites démonstrations
empiriques, enseignent la sphéricité et répondent aussi. Alors, la mer est sphérique, explique le relief au passage. Ça fait vraiment partie d'une tradition qui ensuite ne se dément pas et qui perdure encore au XVIIe siècle. Voilà, donc on explique aussi évidemment que du coup l'apport de Copernic ou de Galilée se fait sur d'autres sujets. Alors c'est pas notre objet, mais on rappelle que la confusion vient du fait qu'effectivement il y a des grands changements scientifiques au XVIe siècle, mais qui ne concernent jamais la sphéricité, qui n'est pas débattue. Ils concernent, Sylvie l'a dit, le mouvement, la question de l'héliocentrisme. Il y a des débats fondamentaux sur ces sujets. On commence à s'interroger sur la pluralité des mondes, sur l'existence du vide, sur plein de choses, mais jamais sur la sphéricité. Alors, peut-être je commente là. Oui, si tu veux, oui. voilà. Alors, parlait de Christophe Colomb. Voilà, donc, que vient faire Christophe Colomb dans cette affaire? Et donc là, c'est un autre manuscrit, celui de l'Imago Mundi de Pierre Dailly, qui est un évêque français, qui vit en France, et qui donc a réalisé une map monde qui commence à bien s'enrichir. Donc on a pas mal progressé. Et cette map, ce dessin, lui, date de 1410. Et donc on l'a mis là, cette représentation, parce que ce texte de Pierre Dailly est le livre de chevet de Christophe Colomb. Et là, c'est une pièce unique, c'est l'exemplaire qu'il a annoté de sa main dans toutes les marges. Donc il l'a non seulement lu, mais annoté, discuté âprement. Et notamment, il y a une partie qui nous intéresse parce qu'elle fait le lien avec un autre monde, avec le monde arabe. Pierre Dailly rapporte les mesures donc d'Ératosthène. Il rapporte aussi les mesures de Al-Farrani, qui est un savant persan, à l'emplacement de l'Ouzbékistan actuel, mais qui écrit en arabe et qui, au IXe siècle, refait le travail sur la mesure de la Terre et tombe sur un résultat de 56 000 et 2 tiers qui est repris par Pierre Dailly. Et dans la mythologie qui entoure Christophe Colomb, il y a toute une scène qui, je dis pas ça, ouais, qui laisse croire que Christophe Colomb aurait eu à convaincre les docteurs de l'Église que la Terre était ronde. Ici, ça c'est un tableau du 19e, et c'est bien important de le noter, d'un certain Emmanuel Leutz, donc qui représente Christophe Colomb en train d'argumenter et dans un conseil scientifique qui s'est réuni à Salamanque, qu'on appelle le Conseil de Salamanque. En fait, il s'est réuni peut-être une fois à Salamanque, mais il n'y a pas de rôle dans les archives de l'Université de Salamanque de cette scène. On sait qu'un certain Talavera avait été missionné par les rois catholiques pour expertiser, on dirait aujourd'hui, le projet de ce Génois, qui voulait donc des subsides pour pouvoir affréter 3 caravelles et aller découvrir les Indes par la route de l'Ouest, la route occidentale. Ça paraissait démesuré, et d'ailleurs, heureusement qu'il a eu du bol, heureusement qu'il y avait les Amériques, parce que sinon, le voyage était effectivement terriblement long et presque hors de portée par caravelle. Et donc, tout l'enjeu pour Christophe Colomb a été de réduire et de raccourcir les distances supposées pour rejoindre depuis les Canaries jusqu'à la côte des Indes. Et donc, il a utilisé plusieurs subterfuges pour ça. Il a agrandi le continent asiatique démesurément, et il a utilisé les résultats d'Al-Farrani qu'il trouve dans la cosmographie de Pierre Dailly. Mais il a converti la distance qui était exprimée en milles arabes, il l'a converti en utilisant une valeur occidentale du mille, ce qui l'arrangeait tout à fait et qui raccourcissait encore une fois la distance. Mais en aucun cas, bien sûr, Christophe Colomb n'a eu à convaincre les docteurs de l'Église que la Terre était ronde et que les marins, quand ils arriveraient au bord de l'océan, ils ne tomberaient pas dans un trou dont on ne pourrait pas remonter. C'est une phrase qu'on nous a citée, évoquée systématiquement. Et je peux vous dire, y compris des professeurs d'histoire qui nous ont raconté ça. Certains m'ont même dit, mais c'est même dans le manuel de mes élèves. Et je dis, tu m'envoies le scan tout de suite, parce qu'on est friands, nous, de ces manuels. Bon, eh bien, les manuels actuels ne le disent plus. Mais là,
je vous fais voir un manuel de 1957 où voilà, donc la découverte, il y avait, c'était au CM2 à l'époque dans les programmes, il y avait donc les grandes découvertes. C'est un terme qui a été employé, inventé par Alexandre von Humboldt. On en reparlera peut-être. Et donc on voit que quelques savants, dans la partie Christophe Colomb, quelques savants prétendaient que la Terre n'était pas plate mais ronde comme une boule. Colomb pense donc et entreprend son voyage à partir de ça. Donc ce manuel, vous allez me dire, mais c'est un vieux rogaton de 1957. Et effectivement, il était édité chez Delagrave. Il a été réédité 30 ans après avec la même phrase et la même boulette. Et là, c'est un peu glaçant parce que donc c'est 2 professeurs agrégés d'histoire qui ont écrit ça et tout. Donc ils n'ont pas du tout corrigé leur manuel. 30 ans plus tard, ils resignent cette boulette. Et en plus, on pense aux milliers d'enseignants, d'inspecteurs, qui ont eu entre les mains ce manuel au fond de la classe ou pendant que les élèves travaillaient dessus et qui n'ont pas bronché et n'ont pas... Donc, vous voyez à quel point, je trouve que c'est intéressant ça parce que ça montre à quel point cette fake news est ancrée et à quel point elle travaille notre société. Donc, on a d'autres manuels plus contemporains. Là, mais c'est dans un manuel de grammaire qui date donc de 2014, qui n'est pas vieux. Et là, donc, pour réussir son exercice de conjugaison, il faut relier l'indicateur temporel au Moyen-Âge, à la France. On imaginait la Terre plate. Il n'y a pas d'autre façon de réussir l'exercice. Vous pouvez regarder. Donc, il faut à tout prix faire cette liaison entre les 2 phrases. Donc, et non, parce que après, comment tu fais pour on observait le ciel avec une lunette? Ça peut pas être au Moyen Âge. La lunette est inventée au XVIIe siècle. Donc non, il n'y a que ça. On est obligé de faire comme ça. Donc, vous voyez à quel point il y a des tas d'outils qui diffusent dans notre société aujourd'hui encore. Donc, cette idée qu'au Moyen-Âge, la Terre était plate, cette idée que qui Galilée, qui Christophe Colomb, qui parfois Copernic est cité, ont participé à cette découverte. Mais dans tous les cas, le Moyen-Âge est taxé d'une période obscure, d'une période, Violaine le disait tout à l'heure, on a perdu les savoirs, on les a oubliés. Et d'une manière ou d'une autre, on les a quelque part au début de ce qu'on appelle la période moderne. Donc, on a retrouvé des savoirs à ce moment-là. Et donc, la véritable science démarre, allez, mettons, à Galilée, parce que c'est en Europe, et puis c'est bien. Et puis, tout le reste avant s'appelle balbutiement scolastique, et tout le monde est renvoyé dans le même grand sac noir de l'ignorance. Donc, je caricature à peine. Il y a derrière tout ça une représentation du Moyen-Âge, une représentation de l'Église, qui sont toutes marquées. D'où notre deuxième enquête. D'où ça vient? D'où ça vient? Comment a commencé ce mensonge? Puisque on peut lire par exemple des ouvrages du XVIe siècle qui ne racontent pas ça, du début du XVIIe qui ne racontent pas ça. Donc je te laisse. Oui, donc l'invention en fait de ce mythe qui a la vie dure, puisque on a fait toute une enquête. Alors on a bien compulsé des manuels et encore dans les manuels récents, c'est limite. On sent une sorte de gêne autour de cette question. On sent que ces manuels sont faits par des gens qui ont appris quand ils étaient petits qu'on croyait que la Terre était plate au Moyen-Âge et qui ont du mal à s'en dépatouiller. C'est assez intéressant. Mais enfin, en tout cas, donc on a essayé de retracer l'histoire du mythe. Et ça remonte assez clairement à Voltaire. Donc c'est intéressant et ça explique aussi la survie parce que c'est vraiment... Alors l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est vraiment forgé de toutes pièces. Enfin, c'est pas, comment dire... Enfin, moi, en tout cas, je pense que Voltaire le fait parfaitement consciemment. Ça, c'est un débat. C'est une question qu'on nous a posée. Mais en tout cas, les premières traces évidentes d'une accusation d'un Moyen-Âge platiste et surtout d'une Église... qui serait opposée systématiquement à la science et dont la bêtise inqualifiable se traduirait par la croyance en la Terre plate, c'est clairement formulé par Voltaire. Alors, on comprend bien d'où ça vient, parce que ça se fait d'abord dans un contexte où il y a eu l'affaire Galilée, où les relations de l'Église et de la science ne sont plus du tout les mêmes qu'au Moyen-Âge, où l'Église n'est plus la même non plus, où il y a des crispations très importantes, et puis évidemment où on est dans la perspective des philosophes des Lumières. Mais ce qui est
Sylvie parlera ensuite du 19e, mais je fais un petit saut jusqu'au 20e. Ce qui est impressionnant, c'est que moi, j'ai mis la main très récemment sur un manuel qui est de 2020, dans lequel, à l'appui des représentations, alors on a abandonné la Terre plate, mais dans le manuel parle du procès Galilée, et comme document présenté comme des sources historiques, il représente la scène, enfin pas ce tableau-là, mais un autre tableau montrant le fameux concile de Salamanque qui n'a jamais existé. Et comme preuve de l'opposition de l'Église à la science astronomique, il cite un texte de Voltaire. Donc, en le présentant comme si c'était une source d'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'il y a quand même une confusion incroyable sur le fait que le texte de Voltaire est un pamphlet anti-ecclésiastique, qu'il a parfaitement le droit d'écrire. Enfin, ce n'est pas notre propos. Notre propos n'est ni de défendre ni de condamner l'Église, simplement de dire ce qui était. Et le Voltaire, en fait, formule cette attaque, cet argument forge même cet argument du platisme pour en faire une espèce d'argument qui prouverait l'opposition éternelle en fait de la science à l'Église. Son but, c'est de montrer que depuis le début, la science est opposée à l'Église. Donc, il exhume des sources chrétiennes précoces, et en particulier des sources de l'Église d'Orient qui n'ont jamais été utilisées en Occident, où il trouve effectivement des défenseurs de la Terre plate, et il généralise ça en prétendant que c'est la position de l'ensemble des pères de l'Église. Et donc c'est ce texte qui est un pamphlet et qui est un texte militant, hein, qui est encore aujourd'hui dans les manuels présenté comme un document d'histoire des sciences, qui est assez hallucinant. En tout cas, voilà, c'est Voltaire qui, dans ce contexte, saisissant l'occasion qui est la traduction de Cosmas Indicopletes, qui a lieu au début du XVIIIe siècle, et qui est donc on ne sait pas bien ce que c'est, même pas un moine, mais qui était un marchand oriental converti au christianisme, donc avec aucune autorité, enfin qui n'est pas un père de l'Église, et qui écrit un texte qui est un texte du VIe siècle, dans lequel effectivement il défend la théorie d'une Terre plate, et qui est la seule attestation réelle sur l'existence de cette théorie, qui n'arrive pas en Occident en fait avant le XVIIIe. Mais Voltaire s'empare de, c'est pain béni quoi. Il s'empare de ça, et il attaque l'Église sur cette question en mélangeant gaillardement justement l'affaire Galilée, l'héliocentrisme, la question du mouvement et la question du platisme. Et ensuite, ce qu'on observe, et Sylvie va expliquer pourquoi, c'est qu'en fait, curieusement, on oublie les vrais débats, on oublie que le procès Galilée a porté d'abord sur l'héliocentrisme et la question du mouvement. On aggrave un peu les choses. Hein. Nos élèves nous disent que Galilée a été brûlé, que Copernic a été brûlé, etc. Christophe Colomb est chapeau bûché, mais c'est un peu miraculeux. Et en fait, ne reste de ça que l'argument voltairien simplificateur, qui consiste à ce que la diapo que montrait Sylvie, c'est-à-dire qu'en fait, le platisme est une sorte d'emblème universel de la bêtise, et c'est ça qui reste, et ensuite qui est considérablement amplifié par le 19e siècle, et dans un contexte de lutte religieuse où on peut penser que le fait que ça vienne des Lumières, en fait, a été quelque chose de très important pour la survie du mythe. Oui, si alors donc, pour repérer, 1710, c'est la traduction du grec au latin pour la première fois de ce texte de Cosmas Indicopletes, un illustre inconnu qui raconte que la terre a la forme d'un tabernacle, comme Moïse l'a raconté en descendant du Sinaï. Mais donc ce texte ne peut pas avoir joué sur le Moyen-Âge latin, même si, supposons que... Mais il ne peut pas avoir joué, puisque c'est la première fois qu'il est traduit, il n'a jamais été lu, il n'a jamais... bon. Et donc, on arrive... Voltaire, effectivement, quand il va commencer cette diatribe... Alors, je faisais une petite moue parce qu'on est en train de découvrir, peut-être on va faire un tome 2. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que Voltaire lit les textes des bénédictins de la congrégation Saint-Maur, qui sont donc celui qui a traduit Bernard de Montfaucon, ce fameux Cosmas, qui fait une fake news dans sa préface à Cosmas, lui aussi, la même, qui dit que de toute façon, au Moyen-Âge, on a cru jusqu'au XVe siècle, jusqu'à l'évêque Tostado d'Avila, on a cru que la Terre était plate. Alors, on ne sait pas d'où il sort ça. C'est repris par un autre bénédictin, qui est un peu plus jeune, qui est un peu moins vieux que lui, Calmet, et on sait que Voltaire lisait Calmet, le lisait comme une source historique. Donc, alors, effectivement, Voltaire s'en est donné à cœur joie, et sa renommée a fait que la fausse
nouvelle a été très loin, mais il s'appuie sur des textes de bénédictins. Ce qui est un peu mystérieux, parce que pour nous. l'Église est visiblement en partie à l'origine de la fake news, alors qu'elle la dessert. Voilà. Et l'affaire s'emballe un peu, effectivement, au début du 19e siècle. Alors, il faut quand même mentionner, oui, au début du 19e siècle, parce que outre-Atlantique, un écrivain, historien, on sait pas, un érudit qui s'appelle Washington Irving, entreprend l'écriture de la vie et des voyages de Christophe Colomb. Et pour cela, il fait un travail sérieux, parce qu'il va travailler pendant 3 ans aux archives de Madrid, aux archives nationales. Il dépouille beaucoup de sources. Son livre est très, très documenté, annoté. Mais il invente de toutes pièces, la scène du concile de Salamanque, qu'il appelle conseil, mais c'est parfois traduit concile. C'est pour lui donner encore une charge religieuse encore plus forte. Le concile anglais, qui veut dire conseil, est traduit en français par concile et pas conseil. Donc, en plus, là, une erreur de traduction accentue le... Et donc, Washington Irving invente cette scène, mais vraiment de toutes pièces. Et on voit il invente un dialogue entre Voltaire et les docteurs de l'Église... entre Colomb et les docteurs de l'Église qui l'interrogent. Et dans ce dialogue, il prête aux ecclésiastiques les mots de Voltaire, dénonçant donc Augustin, qui lui aussi, comme Cosmas Indicopestes, et puis même dans la foulée, il y a Bède le Vénérable, il y a d'autres pères de l'Église qui sont associés à cette information que comme quoi la Terre serait plate. Et donc là, on voit la fake news de Voltaire a traversé l'Atlantique, et c'est même parfois mot pour mot qu'elle est reprise. Et elle va revenir assez vite parce que Washington Irving est traduit très vite et en français l'année suivante. Et un professeur du Collège de France qui s'appelle Monsieur Le Trône va lui donner des lettres de noblesse parce que Le Trône, lui aussi, est attelé à commenter les textes c'est un helléniste, il va commenter les écrits de Cosmas Indicopestes et lui-même reprend de cette affaire-là. Et on voit ensuite tout au long du 19e siècle, en Europe notamment, alors on ne sait pas jusqu'à quelle limite de l'Europe, mais en tous les cas, Alexandre von Humboldt, Jules Michelet, et outre-Atlantique, 2 scientifiques, l'un qui s'appelle Draper, l'autre qui s'appelle White, qui vont eux aussi développer des écrits, alors là plus vers la fin du 19e siècle, faisant écho au débat qui fait rage outre-Atlantique, c'est par rapport à la théorie de l'évolution, et où donc effectivement il y a une opposition de certains, on les appelle les géologues bibliques, enfin Le Trône les appelle comme ça, pour s'opposer à la théorie de l'évolution de Darwin, qui est en train de... Donc Darwin publié en 1860, donc l'origine des espèces. Et donc le débat, la controverse opposant la science et la religion s'enflamme autour des questions de la théorie de l'évolution. Et comme par hasard, donc l'histoire de la Terre plate est ajoutée comme facteur aggravant de la situation, notamment des catholiques. Alors donc on voit là, c'est des savants américains protestants qui s'en prennent donc à l'Église catholique et qui règlent peut-être un autre compte avec elle. Et ce débat fait rage. Il est réimporté en France, en Europe, et on voit se développer au cours du 19e siècle une espèce de travail d'appropriation et de compétition autour de la mémoire de Colomb, qui là tout d'un coup va jouer un rôle complètement hypertrophié par rapport à la réalité historique. Mais cette compétition de mémoire est telle que, à Bordeaux, puisque nous sommes toutes les deux bordelaises, le cardinal de Bordeaux, l'archevêque Donnet, qui est aussi cardinal des Antilles, a entrepris, vers 1865, d'écrire au pape pour obtenir la béatification de Colomb. Alors, il y a un écrivain, c'est Aléro Carpentier, qui en a fait un roman, La Harpe et l'Ombre, où il imagine que ce soit allé jusqu'au bout, mais ça n'a jamais eu lieu. Là, il n'y a pas eu de béatification de Christophe Colomb. Et l'idée est la suivante. Il dit au pape, je simplifie, il dit au pape, regardez, les protestants sont en train de s'emparer de la mémoire de Christophe Colomb, d'en faire leur héros national. Il faut que nous, on récupère Christophe Colomb comme étant le héros de la Providence, celui qui a évangélisé l'Amérique, mais aussi celui qui a révélé le globe. Alors là, il y a un historien de circonstances catholiques qui écrit toute une histoire réécrit la vie de Colomb, le révélateur du globe. Mais
cet historien catholique, Rosely Delorgue, reprend mot pour mot les propos que fait dire Washington Irving aux ecclésiastiques de Salamanque, et il les reprend à son compte. Donc on voit une église qui est dans une espèce de drôle de démarche de contrition, on ne sait pas trop, et qui elle-même se scie la branche sur laquelle elle est. Donc voilà, les protestants qui attaquent l'Église catholique avec cet argument, l'Église catholique qui, pour reprendre la mémoire de Christophe Colomb, eh bien, participe d'une façon à cette fake news, puisqu'une certaine façon, et enfin même le courant de la libre pensée. Donc j'avais mis ici un texte. La libre pensée organise en 1892, donc pour le 4e centenaire de la dite découverte des Amériques, organise un colloque, un congrès international à Madrid. Et la délégation française, en préparation du colloque, écrit à la délégation américaine pour dire mais il faut vraiment que vous soyez là, que vous veniez. Bon, et ils insistent beaucoup. Et vous voyez que dans les attendus de l'invitation, alors d'abord, vous voyez que dans l'attendu de l'invitation, il n'y a aucune remise en cause de la héroïque aventure des colons outre-Atlantique. Donc il n'y a bien sûr pas un mot sur l'esclavage et tous les massacres qui ont eu lieu là-bas, bien sûr. Et ça a été seulement l'avancée du progrès. Donc Christophe Colomb est l'homme du progrès. Il s'est opposé à la junte de Salamanque, dominée par les théologiens, qui ont retardé son départ en réprouvant ses projets qu'il pensait hérétiques. Donc vous voyez, le mot hérétique est sorti là, c'est bien pour qualifier d'une hérésie religieuse. Donc cette compétition, vous voyez, donc au moins 3 grands groupes de pensée qui s'affrontent. Et puis il y a aussi un mouvement de pensée du 19e siècle qui va alimenter cette affaire-là. C'est tout ce qu'il y a autour du positivisme, c'est-à-dire de la façon dont la science s'est construite au cours des siècles et avec une évolution quasiment prédéterminée par le progrès, fléchée par le progrès. Et tout ça va faire une espèce de mayonnaise qui, à l'aube du XXe siècle, quand l'école devient, en France, publique, laïque, obligatoire, eh bien, c'est ce bréviaire-là, c'en est un quand même, qui va être enseigné à tous les petits-enfants de France et transmis, d'autant plus que le père des historiens, Jules Michelet, a écrit dans son Histoire de France des pages absolument héroïques sur Christophe Colomb, ce fils de serf qui a révélé, lui aussi, le globe. Et donc, il mord le pas, il franchit le pas de dire que Colomb a révélé le globe à la modernité qui était en route avec lui. Donc, il y a une construction idéologique, on peut la qualifier comme ça, mais plurielle, avec plusieurs entrées dedans, qui va faire mayonnaise, qui va prendre autour de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et qui explique ce que l'on retrouve dans nos manuels. Donc, en fait, on est arrivé à la conclusion que la survie assez incroyable du mythe, parce que, comme on le rappelait, ça fait quand même au moins depuis les années 50, 1950, que les historiens des sciences ont écrit systématiquement pour rappeler que cette histoire de croyance en une terre plate qu'on attribue au Moyen-Âge est une erreur. Les textes de Sacro Bosco, en particulier, qu'on a beaucoup utilisés, parce qu'en plus, il y a une tradition manuscrite très importante. Donc, ça, on sait que c'est un texte qui a énormément circulé, qui cible un savoir moyen. Enfin, tout ça, ça a déjà été dit. Donc, la question, c'est comment, après 60 ou 70 ans de démenti, comment il se fait que finalement, en tout cas en France, on soit toujours d'une certaine façon aussi attaché à ce mythe. Parce qu'on se dit que pour que on continue, on a tous appris à l'école, hein, on a tous eu un instituteur au moins une fois qui nous a dit au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate, on interdisait la dissection, c'était vraiment une période obscure. Ça reste, alors, enfin, les collègues médiévistes s'arrachent les cheveux, mais ça reste quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui systématiquement. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on est finalement si attaché à ce mythe ? Je pense que cette histoire mouvementée qui vient des Lumières et qui est liée aux rivalités religieuses, à l'affirmation de la libre pensée. Alors, on parlait de la traduction en concile, mais là, la junte de Salamanque, c'est assez génial quand même, hein, pour désigner une assemblée d'universitaires. Voilà, c'est la junte de Salamanque. Donc, il y a effectivement quelque chose qui demeure très certainement profondément lié à une forme d'anticléricalisme qui reste ancré, et puis particulièrement en France à cause de notre histoire, parce que ça se noue quand même au moment de la séparation de l'Église et de l'État. On se dit aussi qu'il devait y avoir une forme de confort intellectuel, parce que c'est assez, de croire en
une idée linéaire du progrès, et puis plus on avance, on a la chance d'être né plus tard, donc on est spontanément plus intelligent par le simple fait de vivre plus tard. Donc cette idée d'un Moyen-Âge obscur, elle reste, il n'y a pas que la question de la Terre plate, il y a une forme de représentation du Moyen-Âge qui reste très très bien installée. Et un collègue médiéviste me disait l'autre jour dans un colloque que Jacques Le Goff avait été conseiller historique sur le film, pour le nom de la rose, pour le tournage du film, et qui s'arrachait les cheveux parce qu'il essayait d'expliquer à Jean-Jacques Hano que non, au Moyen-Âge, on ne brûlait pas des sorcières tous les 4 matins sur la place du marché, que non, tout le monde n'était pas bête, sale et méchant, pouilleux, bavant, parlant un langage à peine articulé. Et Jean-Jacques Hano lui a dit, mais c'est ce que les gens veulent voir. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça a précipité la fin de Jacques Le Goff, mais en tout cas... voilà, c'est assez intéressant d'entendre ça, et quelque chose alors, dont on ne s'était pas aperçu avant et qu'on a bien perçu en dépouillant toutes ces sources, en essayant de suivre le mythe, c'est qu'outre la question religieuse et puis cette espèce de confort à vouloir voir une période obscure dont on est sorti, ce qui suppose qu'on soit maintenant dans la lumière, ce qui est quand même toujours bien, il y a aussi quelque chose qui est moins visible, mais moi je pense en tout cas très très important, c'est qu'il y a un discours anti-élite. C'est-à-dire que dans cette figure de Colomb, Sylvie évoquait à l'instant l'idée de Michelet qui écrit Luther, Colomb, et je ne sais plus quel est le troisième, et Copernic, les fils de serre, ce qui est complètement faux. Hein. Ni Colomb, ni Luther, ni Copernic ne sont fils de serre, et ils font plutôt partie, au contraire, en tout cas d'une élite moyenne. Et donc, Michelet en particulier dans la France du 19e, crée ce mythe de l'existence d'un savoir spontané, populaire, qui serait mieux fondé que le savoir des élites. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à le trouver, parce que ça rejoint le discours anti-élitiste d'aujourd'hui, anti-expert sur l'idée que les gens qui nous gouvernent ont un savoir coupé des réalités du monde et une espèce de savoir finalement... voilà, soit en retard, enfin bon. Et on trouve d'une certaine façon cette idée-là, c'est-à-dire que les docteurs de l'Église, les universitaires, qui sont pas tous, qui ont le titre de clerc, mais qui sont pas pour forcément des religieux au sens, en plus il y a une confusion sur la notion de cléricature médiévale, enfin bon, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, cette idée que l'élite serait forcément une élite obtuse, ancrée, enfin, dans une science dépassée, accrochée à des savoirs obsolètes, et que contre ces docteurs se dresseraient des fils du peuple qui auraient une forme de savoir spontané. Donc il y a des paragraphes sur ces marins qui spontanément découvrent la sphérécité, etc. Et donc voilà, cette conjugaison d'un discours anti-élite, d'une forme d'anticléricalisme qui chez nous est culturel, d'un goût pour les grands hommes, voilà. Aussi. Tout ça explique certainement le fait que le mythe survive encore de manière aussi forte. Et on a du mal à convaincre les élèves, les étudiants, même parfois les collègues, que non, enfin voilà, il suffit d'ouvrir la sphère de Sacrobosco pour voir qu'on enseignait très très clairement jusque dans les universités du monde catholique et scolastique, on enseignait la sphéricité. C'est vraiment étonnant, cette survie. Oui. Oui, parce que oui, voilà. Je voulais juste un tout petit complément. C'est non, mais vas-y. Je repars sur autre chose. Donc vas-y, pose ta question. Juste quelque chose. Moi, j'avais, dans mes souvenirs d'enfant, j'ai l'idée quand même qu'on nous montrait des images où on voyait des représentations de la Terre plate avec les bateaux qui tombaient de chaque côté. Vous n'avez pas retrouvé ces gravures-là? Et à quel moment elles... Et je pense pas que j'ai rêvé. Enfin, je suis même sûr que ça existe. Donc, parce que c'est ça, l'imaginaire est toujours transporté plus par des images que par des mots. On a retrouvé un petit manuel, tu sais, l'auteur nous a écrit il n'y a pas longtemps, c'était très rigolo d'ailleurs, c'est un livre de littérature jeunesse qui s'appelle « Les mondes imaginés ». Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on imaginait le monde. Donc il y a le monde en tambourin de Démocrite, etc. Et l'auteur a fait double page sur le monde de Cosmas Indicopleustes en dessinant le tabernacle, voilà, avec toute la description qu'en faisait. Et il nous écrit, il nous dit, je viens de lire votre livre, je regrette vraiment parce que d'avoir peut-être cité Cosmas, oui, mais lui accorder 2 pages, c'est complètement démesuré par rapport à la représentation, la façon dont elle a été très peu partagée par très peu de monde.
Et donc, il nous disait son regret, après avoir lu notre ouvrage, d'avoir ça. Mais des représentations du monde avec des bords, il en a fait une dans son... Voilà, il a fait une représentation de la Terre plate comme ça, mais qui soit ancienne, c'est ça que tu veux dire, une représentation oui. des siècles précédents, on n'en a pas vu. C'est une chose qu'on voulait faire, et puis on s'est heurté à des difficultés matérielles qui étaient, je pense effectivement, moi, que l'iconographie des manuels scolaires a joué un rôle absolument essentiel. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait pouvoir vraiment là aller exhumer des manuels des années... du début du XXe siècle ou d'avant-guerre, etc. Et dans ceux auxquels on a eu accès, parce que là, il y a un gros travail documentaire en fait à faire, on n'a pas trouvé ce genre des mentions de la Terre plate. La crainte, c'est souvent écrit. L'idée que justement Colomb a dû convaincre ses marins qui avaient peur de tomber en arrivant au bord, etc. Alors là aussi, c'est sûrement une déformation parce que ce qu'on a trouvé dans les textes, c'est l'idée à cause de l'océan infranchissable, des courants, des vents, et d'une représentation certainement un peu... Enfin, on savait que la Terre était sphérique, mais du coup, on en a une représentation. C'est comme nous quand on dit qu'on monte et qu'on descend ou qu'on va à droite ou à gauche. Moi, je suis mariée avec quelqu'un qui fait aussi de la géographie, et donc je me fais... insulté quand je dis c'est à gauche, c'est à droite, mais non. Et donc, en fait, on voit ces espèces de représentations spontanées, et les navigateurs expriment la peur de ne pas pouvoir remonter la Terre. Alors, ce qui est pas... Mais on comprend bien, c'est-à-dire qu'en fait, ils se représentent comme habitant au sommet d'une sphère, et donc pour eux, partir vers l'Afrique, c'est descendre. Et donc, ils ont peur de ne pas pouvoir remonter, comme si c'était trop dur pour les bateaux. Alors ça, on le trouve, et on s'est demandé si c'était pas cette peur de remonter, enfin cette crainte de ne pas pouvoir remonter qui s'était transformée en une peur de tomber. On la trouve mentionnée une fois. On la trouve mentionnée une fois, c'est dans les écrits du fils de Colomb, Fernando Colomb, mais qui sont quand même assez suspects, d'abord parce qu'ils contiennent des tas d'autres mensonges, et que tous l'écrit de Fernando ou Hernando, je sais pas, il écrit des deux façons, ont pour but de magnifier l'aventure de son père. Donc, il fait dire qu'en plus, il a eu à affronter la peur des marins qui avaient peur de ne pas pouvoir remonter la mer. Donc, c'est là la première occurrence de cette expression remonter la mer. Mais c'est pas tombé. Et enfin, on l'a trouvé aussi dans Jean de Mandeville, donc les voyages de Jean. Voilà, bon. Mais là encore, on le voit se déplacer. Il n'en a pas peur puisqu'il se déplace, il remonte le globe et puis il repart ailleurs. Donc, c'est pas associé à une peur. Les bateaux tombants, en tout cas, non, je t'ai pas vu. C'est sûrement quelque part. Hein. Moi, je suis convaincue qu'il y a toute une histoire de l'imagerie, des livres, des manuels scolaires à faire. Dans un autre ordre d'idées, mais qui correspond à cette période, on fabrique des fake news énormes à cette époque-là. Les livres de Lavis pour les petits Français après la défaite de 70, et qui vont faire que pendant 30 ans, des tas de gens vont apprendre des tas de choses totalement farfelu, un Vercingétorix, Saint-Louis sous son chêne, etc. C'est quand même aussi un moment où on développe ça, quoi. Alors, le 19e est une grande période d'écriture du roman national du roman national complètement... Mais Michelet, c'est... Michelet lui-même. Michelet, c'est hallucinant. Hein. Enfin, moi, je ne comprends pas comment on peut encore le... Enfin, c'est un document historique très intéressant à titre, mais je trouve ça hallucinant qu'on puisse considérer Michelet comme un historien. Enfin, à noter qu'en 1830, un scientifique très pointu, Jean-Baptiste Delambre, astronome, mathématicien, etc., très connu, qui, lui, est helléniste, latiniste, qui n'a pas besoin de passer par des sources secondaires, donc qui lit les textes, il fait une histoire de l'astronomie. En aucun cas, il mentionne la Terre plate. Et lui, il a accès à toutes les sources qu'il veut. Donc, ce qui prouve donc qu'on pouvait très bien, qu'on connaissait la vérité si on voulait la chercher. Ouais. En tout cas, merci à toutes les deux pour cette intervention qui prouve quand même à quel point l'histoire des sciences, qui n'est malheureusement pas du tout enseignée en secondaire, mériterait de l'être. J'ai trouvé tout à fait passionnant ce que vous avez fait. Je ne savais pas du tout ce qu'il y aurait comme contenu la Terre plate. Bon, je suis venu voir. Bon. Mais mes souvenirs de l'activité professionnelle remontent très très fortement en vous écoutant, parce que j'ai été prof de physique. Et puis ensuite, je me suis un petit peu occupé des professeurs de physique dans l'Académie de Poitiers pendant une vingtaine d'années. Et j'ai vu des leçons
dans certains lycées qui, avec les outils qu'on a actuellement, permettaient, dans un cours normal de physique, avec un peu de maths, bien sûr, et un peu de géographie, mesurer le rayon de la Terre. Avec les outils qu'on a, c'est faisable. C'était dans une classe de première que j'ai vu ça. Hein. Et, enfin, je vais plus loin maintenant. Je me dis que, parce que j'ai aussi le souvenir de la lecture de ce texte de Voltaire, qui m'avait vraiment surpris à l'époque. J'ai complètement oublié, mais je sais que j'avais tiqué en me disant « Qu'est-ce que c'est que ce fourbi ?» bon, etc. Autrement dit, la mise en place de fake news, les rancœurs, le travail de justification d'idées fausses, etc. Tout ça, ça pourrait avoir une portée importante si on conjuguait les efforts des profs de physique, de mathématiques, de philo, à un niveau tel que la première, on ferait une petite merveille. Hein. Oui, et ça, on le fait pas quand même parce que c'est un peu étanche d'une discipline à l'autre. C'est un travail acharné, parce que je racontais, je crois que c'est hier soir, je vous racontais. Moi, j'ai enseigné, je suis enseignante de physique, hein, donc on est toutes les deux de formations différentes. Et j'ai enseigné en seconde, effectivement, ce programme qui commençait par la mesure du rayon de la Terre par Ératosthène. Et à la fin de l'année, on arrivait sur des chapitres qui portaient sur la théorie de la gravitation et Newton. Et donc des élèves qui avaient travaillé en TP à reconstruire la méthode d'Ératosthène, qui s'était bataillé là-dessus, qu'on avait fait chercher sur cette méthode-là, 9 mois plus tard ou 8 mois plus tard, ils arrivaient sur la gravitation et j'avais des élèves qui me disaient « Oui, mais au fait, on pensait que la Terre était plate quand même à ce moment-là. » Donc c'était les mêmes. Mais tu te rappelles pas, là, Ératosthène? Ah oui. Mais ça, donc ça veut dire que des fois, ça suffit pas d'enseigner. Il faut montrer qu'il y a une bataille. Voilà, il faut montrer qu'il y a arraché des idées anciennes pour gagner des avancées. Et c'est valable pour les phénomènes actuels. Oui. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport aux phénomènes actuels, les chercheurs en sciences cognitives, ils disent souvent qu'il y a, pour expliquer la propagation des fake news, qu'il y a ce qu'on appelle un grand effet du biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va propager une fake news parce qu'elle vient conforter d'autres idées que l'on a par ailleurs. Et là, ce qu'on essaye de montrer dans l'ouvrage, c'est que donc, les idées sur l'évolution linéaire du progrès, les idées sur les représentations sur le Moyen-Âge, la légende noire sur le Moyen-Âge, les représentations sur l'élite, la héroïsation à la Michelet, la construction d'un roman national, tout ça a pris, alors je n'ai pas trouvé d'autre expression que ça fait une mayonnaise, en tous les cas en France, assez importante pour avoir des effets. Et ça fait pourtant, depuis, on peut estimer, on a cherché depuis au moins le milieu du XXe siècle, que les savants en histoire des sciences diffusent, écrivent, alertent. Non, on n'a jamais pensé que la Terre était plate, etc. Donc c'est un combat mené sur le plan académique par les chercheurs, mais qui n'arrive pas à percoler vraiment la société, à transformer les idées reçues. Il y a un autre travail. Il y a un Anglais qui s'appelle Russell, dont on a utilisé l'ouvrage, qui s'appelle L'invention de la Terre plate, Inventing the Flat Earth, qui a écrit ça en 1992 ou 91, à la veille du 5e centenaire. Du 5e centenaire de la découverte. Et bon, l'ouvrage n'a même pas été traduit en français, il est en anglais, mais enfin, il est très clair, très simple. Et donc, nous, on ne dit pas qu'on a... Parce que justement, il y avait, par exemple, ce bouquin, il y a des tas d'ouvrages de nos collègues qui avaient déjà entrepris ce travail. Ce qu'on a essayé, c'est de trouver, mais comment percuter de plein fouet, c'est-à-dire à la fois en apportant les textes sources, voilà, c'est notre tentative, et en essayant de démonter la machine idéologique qui s'est mise en route pour créer la conviction qu'au Moyen-Âge, on croyait que la Terre était plate. Moi, je trouve votre travail vraiment remarquable. Et puis, ça interroge sur l'affaire du Moyen-Âge qui est obscurantisme. Et puis, on a appris dans le même temps, je crois qu'on l'a tous un peu enseigné quand même, qu'il y a un moment où tout s'éclaire. Le siècle des Lumières, c'est enfin l'évolution positive. Alors, dans plein de sciences, on découvre ça. Et moi, je le mettais en parallèle avec le pouvoir des femmes, par exemple. C'est aujourd'hui qu'on l'aurait.
c'est aujourd'hui qu'on le gagnerait. Non, on l'a perdu pendant des tas d'années. Il y a des femmes en Égypte ou même au Moyen-Âge qui avaient un pouvoir extraordinaire, enfin, je veux dire, qui ont eu la tête de pays. Et on croit qu'on découvre aujourd'hui, parce qu'on revit toujours l'histoire sous le mode du positivisme. Voilà, on va toujours vers plus de progrès. Et alors, dans certains cas, oui, dans certains cas, oui, mais pas partout. Et du coup, cette lecture, elle imprègne vraiment profondément, et on n'arrive pas à s'interroger pourquoi. Et je trouve que ça éclaire très, très bien. Enfin, je veux dire, bon, il y a eu des luttes intestines, il y a eu l'accaparement, on va dire, de Christophe Colomb, mais d'un autre côté, on pourrait s'en détacher beaucoup plus vite. Mais on a tellement appris, je crois, dans le fond, que le Moyen-Âge, c'était la boue, les bouseux, le manque. On n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, très sincèrement, tes élèves, ils sont la représentation de ce qu'on est, quoi. Nous, le siècle des Lumières, c'est l'éclairement. Enfin, on l'a tellement appris, mais tellement dit. Et comment on peut s'en détacher aujourd'hui? On l'appelle le siècle des Lumières. Exactement. Après l'obscurantisme, on était dans la vague de progrès. Et après, un autre siècle qui va éclairer, etc. On est toujours dans c'est mieux après, quoi. Et on n'arrive pas à se détacher de ce mode de pensée qu'on a quand même nous-mêmes. On l'a été inculqué, mais nous-mêmes, on l'a inculqué. Donc, comment on peut s'en détacher si facilement? Enfin, je veux dire, bravo pour votre livre, parce que vous avez réussi à prendre de la distance. Mais quand même, c'est pas si simple. Hein. C'est vraiment pas simple. La question des biais de confirmation et du fait qu'on veut retrouver les choses qu'on connaît, elle est vraiment... elle a un poids qui est incroyable, parce que ça fausse parfois la logique élémentaire. Moi, je me souviens d'être tombée sur un témoignage de quelqu'un qui avait visité Padoue. Alors, à Padoue, pour ceux qui connaissent, il y a l'université de Padoue, qui était une des plus grandes universités scientifiques. C'est là qu'a été formé Galilée, mais qui est une très grande université scientifique depuis le début. Et il y a le premier théâtre d'anatomie qui a été construit en dur, donc où on pouvait disséquer. Donc, dans les mythes sur l'obscurantisme médiéval, il y a le mythe de l'interdiction de la dissection, qui a un autre mythe qui a la vie très, très dure. Et donc, à Padoue, en tout cas au XVIe siècle, on disséquait publiquement, et les professeurs ont réclamé la construction d'un dispositif permanent pour qu'on puisse disséquer. Et il y a quelqu'un qui a écrit en disant « Ah oui, il faut absolument aller visiter cet amphithéâtre de l'université de Padoue où les savants disséquaient en cachette de l'église. » Et donc, je dis « Mais mon gars !» Enfin, il y a un truc énorme au sein de l'université qui est sous le contrôle des doges de Venise, de l'univers, enfin, qui est le truc le plus public du monde. Comment on peut mettre dans la même phrase « aller visiter l'amphithéâtre de l'université où les savants dissèquent en cachette ». Là, il y a une espèce de problème de logique, c'est-à-dire qu'on veut tellement croire à cet obscurantisme que la phrase est d'une forme... J'ai essayé d'expliquer, je dis, mais c'est juste... Là, c'est débile. Si on a construit... Ils n'ont pas construit leur amphithéâtre en cachette, ils jettent pas... C'est pas comme on ne met pas son mouchoir sur un bâtiment universitaire. Il est énorme, cet amphithéâtre. Il est voulu par l'université et la République. Mais j'ai trouvé ça tout à fait révélateur. C'est quelqu'un qui voulait croire si fort à cette idée d'un obscurantisme dont on sort par les Lumières. De toute façon, la Renaissance s'appelle Renaissance. Et ensuite, on a la Renaissance, le Grand Siècle et les Lumières. Et avant, encore, nous, on dit Moyen-Âge, mais les Anglais disent Dark Ages, l'âge noir. Donc, de toute façon, rien que dans notre dénomination de la chronologie, on porte un jugement. Et ça sera difficile d'en sortir. Mais voilà, cette phrase-là, cette histoire de Padoue, elle m'est restée parce que le point de quelqu'un de par ailleurs intelligent qui fait l'effort. Voilà, c'est pas n'importe quel touriste, c'est pas quelqu'un qui est sur la plage, qui fait l'effort d'aller visiter un théâtre d'anatomie du XVIe siècle et qui avait dû écouter le guide, parce que ça se visite pas comme ça, et qui en ressort en disant « Ah ouais, on est disséqué en cachette de l'église ». Enfin, c'est un peu comme si on venait dire « Ah bah, il y a des gens qui célèbrent la messe à Notre-Dame de Paris en cachette des autorités laïques ». Enfin, voilà, en inversant. C'est aussi aberrant. Donc ça, c'est quand même, effectivement, ça montre ce que vous dites. C'est-à-dire on est imprégné de cette idée-là. Et la dissection, c'est pareil. Hein, personne ne veut le croire que la dissection est parfaitement autorisée. Alors ça, c'est... Mais finalement, vous l'expliquez très bien aussi sur l'articulation avec l'anticléricalisme
très marqué. Enfin, il y aurait quelque chose comme une église ignorante, et donc il y aurait eu une sorte de mainmise sur le Moyen-Âge et sur les savoirs, alors qu'en réalité, quand on étudie justement la circulation des savoirs, et puis vous avez évoqué la science arabe, ça passe aussi par l'Église catholique. Ah oui. Donc, l'université de Salamanque, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, c'était une des plus avancées. Et au milieu du XVIe siècle, Copernic avait à peine fait paraître son De Revolutionibus, enfin, c'est pas lui, mais que on le discutait à l'université de Salamanque. Il y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Donc c'est bien sûr, alors que c'était que des religieux qui étaient dans cette université, mais ils discutaient les idées les plus avancées de leur temps. Donc, c'est très important de faire resituer l'affaire Galilée. Elle arrive dans un tout autre contexte, effectivement, et Violaine le rappelait, de raidissement des positions de l'Église pour différentes raisons historiques. Mais il ne s'agit pas de projeter ce mécanisme sur toute l'histoire de l'évolution de la science. Ouais. Et ce combat, les articles des Américains dont je parlais tout à l'heure, là, au 19e siècle, qui ont écrit et qui ont alimenté les titres de leurs ouvrages, c'est le combat de la science contre la religion. Voilà, alors ils le situent plus avec des nuances, mais c'est vraiment là comme ça qu'on situe l'affaire. Et on n'a pas cité, mais moi je le cite de plus en plus, puisque je me rends compte que de plus en plus de gens l'ont lu. Quelqu'un qui a beaucoup joué au XXe siècle dans ce mensonge, c'est Arthur Koestler, qui est plutôt un écrivain respecté, vénéré, parce que pour son engagement dans la guerre d'Espagne, etc., etc. Et Arthur Koestler n'était pas du tout un scientifique. Et après la guerre, il s'est piqué de vouloir écrire un livre de science au nom du fait qu'il fallait abattre les cloisons entre disciplines. C'est justement, encore une fois, un petit coup de cutter dans les savoirs établis. Et il écrit les somnambules, et dans les somnambules, il développe effectivement cette thèse. Alors, il exclut par exemple Bède le Vénérable de ça, mais il reprend cette thèse d'un Moyen-Âge qui a cru à la Terre plate. Donc, il dit qu'on tombe au bord, je crois. Voilà, il dit qu'on tombe au bord, voilà. Et cet ouvrage a servi de base scientifique à un autre ouvrage que nous sommes quelques-uns à connaître ici, qui s'appelait le monde, Image du monde de Babylone à Newton, qui était sorti aux éditions Adapt Vibert par Arkan Siman, et qui, sur la partie Cosmas Indicloplestes, donc justement, qui le mentionne, mais lui qui le cite pour dire que à partir de ce 5e siècle, tout le Moyen-Âge a cru que la Terre était plate, et il cite comme source historique de son travail Arthur Koestler. Donc, on se mord la queue. Et c'est justement, je le rappelle, parce que c'est un peu le point de départ de notre aventure avec Violaine, puisque nous étions ensemble à un colloque sur la pluralité des mondes, et Arkan Siman intervenait en défendant cette thèse, et on a le menton qui s'est décroché toutes les deux en même temps quand on a entendu ça, et ça nous a valu des débats historiques. Mais vous voyez comment c'est pas des gens de mauvaise volonté. Bon, Arkan Siman, il est juste un petit peu anticlérical, forcené, voilà. Donc dès qu'on est religieux, pour lui, on est à abattre. Donc c'est vrai qu'il a c'est son biais idéologique. Ah oui, c'est un sacré parti pris, mais là, vous voyez, ça lui a fait faire quelque chose de catastrophique. On peut juste ajouter, parce que le passage par les débats américains est important, parce qu'on remarque aujourd'hui, quand on parle du combat de la science et de la religion, c'est toujours l'Église catholique qui est taxée d'obscurantisme, alors que pour le coup, quand on revient à ce qui se passe au XVIe siècle, les réactions anti-coperniciennes sont du côté des protestants, qui évidemment, la réforme venant d'apparaître, sont beaucoup plus puritains et conservateurs. Donc quand le texte de Copernic défendant l'héliocentrisme paraît, les premières réactions vraiment violentes de l'Église contre les avancées scientifiques, elles viennent pas du tout des catholiques, elles viennent des protestants. Alors c'est assez admirable parce que les Américains ont réussi à retourner l'argument et à faire de l'anti-scientifique, enfin, du caractère anti-scientifique un trait de l'Église catholique, alors que Luther a des mots d'une dureté terrible contre Copernic, et alors qu'il est bien reçu dans le monde catholique, puisque en particulier, on a besoin de ses travaux pour réformer le calendrier grégorien, etc. Et le premier anti-copernicianisme, il est protestant, il n'est pas du tout catholique. La réaction de l'Église catholique vient plus tard, et les protestants n'étaient pas très en faveur de Galilée non plus. Donc en plus, le débat a réussi à
à faire que cette question de l'obscurantisme se concentre sur le Moyen-Âge et à ce moment-là, évidemment, l'Église catholique. Et donc, en fait, le protestantisme a tiré son épingle du jeu en disant « Ah non, c'est la Renaissance ». Donc c'est assez amusant aussi de voir, le monde anglo-saxon protestant a dû pas mal peser dans cette histoire. Est-ce qu'il y a une dernière question ou réaction? Bien, en tout cas, merci à toutes les deux et d'avoir décortiqué et d'avoir montré la complexité justement et la façon dont se construisent les savoirs ou les fausses idées en l'occurrence.